Après avoir fait l'éloge de Tocqueville, elle fait l'éloge de Montesquieu, en pensant que Montesquieu est aussi un contrepoison pour le coup à Rousseau. On le sait, c'est classique chez Montesquieu, la démocratie ne s'obtient que par la séparation des pouvoirs, l'équilibre obtenu par la séparation de ces trois pouvoirs, et cet équilibre-là, lui, permettrait un pouvoir contrôleur. Donc le pouvoir contrôleur dispense d'un pouvoir monarchique, donc tyrannique et despotique. Elle oppose Montesquieu à Rousseau et elle déteste chez Rousseau un philosophe dont on a peu dit, mais elle le dit, elle a raison sur ce terrain-là, mais il n'a pas été un philosophe des Lumières. Il a été le premier des romantiques, assez probablement. Il l'est évidemment dans les grands ouvrages littéraires, la Nouvelle Héloïse, les Confessions, les Rêveries du promeneur solitaire, mais il l'est aussi, hélas, dans le discours sur les sciences et les arts, ou sur l'inégalité, ou dans le contrat social, qui sont des œuvres politiques, comme vous le savez, où Rousseau tient un discours romantique, c'est-à-dire anti-lumière. C'est un discours qui s'oppose aux Lumières, et on le dit assez peu. Rousseau, c'est l'homme du pathos romantique, du sentiment. C'est l'homme du ressentiment, Rousseau. Lisez les Confessions, et vous verrez qu'il n'y a que ce ressentiment qui l'anime en permanence. Il y a le même ressentiment chez Robespierre, bien sûr, et ces deux ressentimenteux, bien sûr, se retrouveront pendant la Révolution française, évidemment, l'un permettant d'être le bras armé aux idées de l'autre. Rousseau est un individu qui pense le peuple à partir de l'idée qu'il s'en fait. Je vous disais tout à l'heure qu'il écarte les faits et qu'il propose l'hypothèse de l'homme naturellement bon. Eh bien, il pense le paysan à partir de l'idée qu'il s'en fait. Les descriptions absolument idylliques qu'il fait du paysan, de la paysannerie, avec la frugalité, le bonheur, des choses simples, modestes, etc. Tout ça crée évidemment une mythologie à côté de celle du bon sauvage. Nous aurions la mythologie du bon peuple qui, lui, ne se tromperait jamais. Pendant ce temps-là, on aurait les aristocrates qui, eux, seraient corrompus. Il faut savoir que les aristocrates chassent Rousseau de leur salon à cette époque-là, et il y a une position extrêmement manichéenne chez Rousseau entre le bon peuple vertueux et les aristocrates qui sont des représentants de la corruption généralisée. Rousseau idéalise le peuple et il considère, je vous renvoie par exemple au discours sur les sciences et les arts, ce texte est terrible, mais que tout ce qui relève de la culture est détestable. On le dit peu, mais je veux dire, il y a dans ce tout petit texte des passages terribles contre l'opéra, contre le théâtre, contre les livres, contre l'imprimerie, contre l'édition, contre la gastronomie. C'est l'éloge de Sparte, d'une certaine manière, où le modèle, c'est le paysan qui travaille, qui boit de l'eau, qui mange un pain extrêmement simple et qui vit une vie extrêmement modeste. À partir de cette idéalisation-là, bien sûr, vous pouvez proposer un modèle de société. Et le modèle spartiate se retrouvera dans l'Union soviétique, ce qui paraît évident. Il y a une idéalisation de la misère chez Rousseau, une célébration de la frugalité, que le peuple pratiquerait comme s'il l'avait choisi, alors que finalement il l'a subi. Et ces façons de procéder, nous dit Hannah Arendt, font qu'on a avec Rousseau un personnage qui a congédié la raison. On n'est plus dans la philosophie des Lumières, on n'est plus dans la raison raisonnable et raisonnante, on n'est plus dans l'argumentaire ou l'argumentation, on est dans la détestation, on est dans le pathos, on est dans le sentiment. Cette façon qu'a Rousseau de se pencher sur son âme déchirée, c'est l'expression qu'Hannah Arendt utilise, va conduire Rousseau à détester tout ce qui est subjectif, individuel ou particulier. Je disais tout à l'heure que ce que veut Rousseau, c'est une communauté idéalisée, une vertu réalisée par le contrat et une unité produite par le renoncement à soi. Il nous dit « la propriété est à l'origine de la négativité, avant les hommes sont bons ». Un jour, il y a la propriété. À partir de la propriété, il faut la police, il faut les armes, il faut la violence, il faut les tribunaux, il faut etc., etc. Et la négativité apparaît à ce moment-là. Si l'on supprime la propriété, on retrouvera l'état d'avant la propriété, c'est-à-dire l'état de bonheur, de paix sociale. Le contrat social rend possible le retour à cet état-là. Nous avions le bonheur jusqu'à la propriété. À partir de la propriété, nous avons le malheur. Si nous en finissons avec la propriété, nous aurons à nouveau le bonheur.
Et si on veut réaliser cette chose-là, le contrat social le permet. Et je vous disais tout à l'heure, le contrat social, la grande machine de guerre du contrat social, c'est la volonté générale. Une fois encore, non pas la somme des volontés particulières, mais la somme des volontés particulières en tant qu'elles se déterminent en fonction du bien public et de l'intérêt général. On se fond dans la communauté. On n'est plus rien, juste un rouage d'une grande machine.